Nouvelle heure d'information sur RTI 1. Bonsoir et bienvenue à tous au sommaire de ce journal. Le Royaume-Uni amorce une nouvelle ère de coopération commerciale et économique. La Côte d'Ivoire a noué dans ce cadre un partenariat dynamique à l'occasion du dernier sommet Royaume-Uni et Afrique sur l'investissement. Les retombées de cette coopération vous sont présentées ce soir dans un dossier explicite. Et ici en Côte d'Ivoire, voilà 50 ans que la LONASE fait des heureux dans le pays. L'entreprise aux 200 milliards de chiffre d'affaires marque un arrêt pour célébrer cet anniversaire. Les festivités de ce cinquantenaire ont été lancées ce jeudi par le Premier ministre qui a annoncé un projet de loi visant le secteur des jeux du hasard en Côte d'Ivoire. Des précisions dans ce journal. Et puis l'état-major général des armées a rendu hommage ce jeudi au colonel-major Isiaka Ouattara dit Ouattao. Il a reçu une distinction à titre posthume. Le ministre d'État, ministre de la Défense, présent à cette cérémonie, a remis officiellement le drapeau ivoirien à sa famille avant son inhumation prévue demain vendredi 7 février. Bienvenue dans ce 23h. Le Royaume-Uni a fait sa sortie de l'Union européenne le 31 janvier dernier, mais quelques jours avant le Brexit, le Royaume-Uni préparait sa nouvelle diplomatie commerciale et économique. Le Premier ministre Boris Johnson a convié dans ce cadre le 20 janvier dernier 20 dirigeants des pays africains pour un sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Pour la Côte d'Ivoire, ce fut une opportunité à saisir dans le but de nouer des partenariats dynamiques avec le Royaume-Uni. Une nouvelle ère de cette coopération dont les avantages sont présentés ce soir par Abiba Dembélé dans ce dossier que je vous invite à suivre. Des relations commerciales plus bénéfiques, plus équitables avec l'Afrique, c'est ce qui ressort du sommet Royaume-Uni-Afrique qui s'est tenu le 20 janvier à Londres, au Royaume-Uni. 20 pays africains qui se distinguent par leur vitalité économique et politique se sont retrouvés à l'invitation du Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, pour nouer des partenariats solides et profitables à tous. Le Royaume-Uni sera désormais un partenaire de premier plan de l'Afrique. L'occasion de présenter les opportunités qu'offre ce pays dans divers domaines, notamment dans le secteur des finances, de l'éducation, de la formation, des technologies de l'information et de la sécurité. Un continent avec lequel le Premier ministre britannique entend bâtir un partenariat gagnant-gagnant. La Côte d'Ivoire, de ce fait, se retrouve en pole position des pays phares de la sous-région, elle qui représente 40% de l'économie de l'UEMOA. Première productrice de cacao, avec 60% de l'offre mondiale, première productrice et première exportatrice de noix de cachou et première productrice africaine de caoutchouc naturel, ne pouvait qu'être parmi les invités spéciaux de ce forum. Nous souhaitons bâtir un nouvel avenir en tant que nation qui peut faire du libre-échange. C'est bien ce que nous allons faire à partir du 31 janvier. Mais j'aimerais intensifier et étendre ce commerce dans des façons qui vont nous permettre d'aller bien au-delà que juste vous vendre et vous nous vendez. Nous allons aller au-delà. Le président Alassane Ouattara a été reçu par le Premier ministre Boris Johnson, qui n'a pas caché son intérêt pour la Côte d'Ivoire, pays stable, avec un taux de croissance se situant entre 7 et 9% depuis 2011. Il s'est dit intéressé à accroître les investissements du Royaume-Uni, déjà présents dans le secteur de l'énergie et prêt à prospecter d'autres pistes de coopération telles que la transformation du cacao. Ils ont échangé aussi sur les modalités et les secteurs de collaboration entre les deux pays et évoqué la possibilité d'accélérer la signature d'un accord bilatéral entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. De nouveaux partenariats, des accords de bonne perspective pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien très sollicité. Le président de la République a reçu le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni en présence du ministre ivoirien des Affaires étrangères. Les questions du retour définitif à Abidjan du service de visa, de l'assouplissement des conditions de délivrance des visas ont été évoquées, de même que le projet d'une liaison directe Abidjan-Londres en présence de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, soucieux du respect de l'environnement, le Royaume-Uni veut accompagner la Côte d'Ivoire dans ses défis en matière notamment d'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique en faisant la promotion des énergies renouvelables. Et c'est la ville écossaise de Glasgow qui va abriter la COP26. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair s'engage, lui, pour de nouveaux projets en Côte d'Ivoire à travers sa fondation.
Le président Alassane Ouattara a pris la parole à toutes les tribunes importantes du Royaume-Uni, à Chatham House et à la Royal African Society, où il a fait entendre la voix de la Côte d'Ivoire et rassurer les investisseurs sur la crédibilité de la destination Côte d'Ivoire. Mon pays a renoué avec la croissance, la stabilité, la sécurité et le taux de croissance moyen depuis 2012 a été en moyenne de 8% par an. 8% par an, ce qui est bien sûr extraordinaire. Et nous faisons partie des 10 pays les plus fortes croissances dans le monde. Et nous en sommes très fiers, et ce qui fait que c'est l'une des économies les plus dynamiques. En 1 an, nous avons doublé le PIB de la Côte d'Ivoire, ce qui est quand même exceptionnel. Il n'y a que la Corée et la Chine qui ont eu des performances aussi fortes au cours des dernières décennies. Ces résultats d'abord dus au travail des Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont remis au travail après la crise post-électorale. Le président Oufouette disait « découragement n'est pas ivoirien » et la crise n'a pas découragé les Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont mis au travail et bien évidemment le gouvernement a fait d'importantes réformes institutionnelles et sectorielles avec en ligne de mire la sécurité, la paix, l'état de droit, la démocratie, aussi la mise en place d'institutions et l'assainissement du climat des affaires pour une meilleure attractivité de l'économie et l'exécution de 2 plans nationaux de développement, 2012-2015 et 2016-2020. Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a eu une séance de travail avec Madame Jennifer Thompson, responsable en charge de l'immigration et de l'esclavage moderne au ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth. Les échanges ont porté essentiellement sur les actions de la première dame en matière de lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, également à la tâche avec des discussions autour de plusieurs projets, notamment avec Actis, un fonds d'investissement ayant levé depuis 2004 plus de 15 milliards de dollars US, dont 3 milliards investis en Afrique, dans plus d'une 60aine de projets, également avec de nombreuses personnalités et chefs d'entreprise qui ont décidé de s'impliquer en Côte d'Ivoire et qui croient en son potentiel. Projets touchant les secteurs de l'énergie, de l'immobilier et des infrastructures. Le groupe Clark Energy, déjà conquis par la destination Côte d'Ivoire, intervient depuis la vente initiale, l'ingénierie, la gestion de projets, l'installation jusqu'à la mise en service et la maintenance à long terme des centrales électriques à moteur. Clark Energy possède des opérations multinationales dans 25 pays, dont 14 en Afrique, y compris la Côte d'Ivoire. Globelec, qui détient 73% des actions de Azito Energy, société de droit ivoirien. L'État ivoirien a confié à cette société, par une signature, la réalisation de la phase 4 pour la construction d'une centrale thermique à cycle combiné de 253 MW. Les dirigeants de El Dewedi Electric et Agrico ont été également reçus. Avec Agrico, l'État de Côte d'Ivoire a signé une convention pour l'exploitation d'une centrale thermique de 70 MW qui a fait l'objet de 3 avenants qui ont porté sa capacité de 70 à 200 MW et prorogé la durée de la convention Agrico au 31 décembre 2020. Pour la réalisation de tous ces projets, des besoins en financement, le président Alassane Ouattara a eu une grande séance de travail avec David Malpass, président de la Banque mondiale, accompagné d'une forte délégation de bailleurs de fonds au centre des entretiens de nouveaux projets, notamment en matière de digitalisation. Également avec Souma Chakrabarti, le président de la Banque européenne pour la construction et le développement, qui projette d'ouvrir un bureau en Côte d'Ivoire eu égard aux performances économiques de notre pays. Le ministre chargé des petites et moyennes entreprises a reçu plusieurs personnalités du monde des affaires pour faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Il les a informés sur l'environnement des affaires favorable aux investissements. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, présent à tous ces grands rendez-vous, a reçu pour sa part une délégation de la banque HSBC, qu'accompagnait le directeur général de Garantco et de Private Investiture Development, PIDG. Ils se sont dit très intéressés à investir en Côte d'Ivoire en contribuant au financement des projets de développement engagés par le gouvernement ivoirien. Une délégation de ces institutions financières est attendue dans les prochains jours à Abidjan.
NMS Infrastructure, dirigé par Roger Macmillan, s'engage à finaliser le bouclage du financement du projet de construction de 6 hôpitaux par son entreprise pour un montant de 180,4 milliards de francs CFA. La cerise sur le gâteau, les hauts responsables de United Kingdom Export Finance, UKEF, ont échangé avec le ministre de l'Économie et des Finances. Son directeur régional, Stephen Gray, a marqué son accord pour participer au financement de projets structurants du gouvernement pour plus de 360 milliards de nos francs. Ces projets concerneront notamment le secteur de la santé, de l'éducation, la construction et l'urbanisme. Pour rappel, EKEF est une structure britannique chargée du financement des exportations des entreprises britanniques en Côte d'Ivoire. À travers l'engagement pris par United Kingdom Export Finance, les entreprises du Royaume-Uni devraient accroître leur intervention en Côte d'Ivoire, un pays fiable et solide. Le sommet Royaume-Uni-Afrique, le 1er du juin, intervient dans le contexte du Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne vient rebattre les cartes pour un partenariat gagnant-gagnant entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni pour une prospérité partagée. Un royaume qui veut booster sa coopération économique et proposer de nouvelles opportunités pour le continent. Voilà résumé par Abiba Dambélé Saoué, la nouvelle ère de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni, une résultante du sommet Royaume-Uni-Afrique qui s'est déroulé le 20 janvier dernier au Royaume-Uni. Et comme pour entériner cette coopération, le prince Édouard du Royaume-Uni est en terre ivoirienne depuis cet après-midi. Il a été reçu à son arrivée par les ministres Siandou Fofana et Alain Richard Donvaï et le secrétaire d'État chargé des services civiques. Présent en Côte d'Ivoire pour 48 heures, le prince Édouard sera reçu demain au palais présidentiel où il participera à la remise de médailles d'or à 60 récipiendaires de l'Ordre du Mérite international de la jeunesse. Le prince Édouard, durant son séjour, prendra également part à une cérémonie de planting d'arbres à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il y a 50 ans que la LONASI lançait son premier jeu. Après Millionnaire, PMU ou encore Loto-Bonheur, l'entreprise aux 200 milliards de chiffre d'affaires marque un arrêt pour célébrer cet anniversaire. Les festivités qui marquent ce 50e anniversaire ont été lancées ce matin par le chef du gouvernement. Amadou Coulibaly a annoncé à cette occasion la promulgation prochaine d'un projet de loi sur le secteur des jeux du hasard en Côte d'Ivoire. Un projet de loi qui présenterait des enjeux d'ordre sécuritaire, économique et social pour ce secteur d'activité, suivant les explications de Francis Boifo. Coupure de ruban par le Premier ministre Amadou Coulibaly. Il lance officiellement les festivités marquant le cinquantenaire de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, LONASI. L'entreprise a su prendre toute sa place dans l'univers des jeux en Afrique et se classe au 3e rang des entreprises publiques les plus performantes en Côte d'Ivoire. La LONASI a dépassé en 2015 la barre des 50 milliards. 50 milliards en 2015, aujourd'hui en 2019, la LONASI termine l'année avec 205 milliards de francs CFA. Mais ça, c'est vraiment le chiffre d'affaires. Près de 3 milliards de francs CFA affectés ces 3 dernières années aux œuvres sociales, dont 1,5 milliard de francs CFA en 2019 pour la lutte contre la pauvreté. C'est ainsi que la LONASI a construit à travers le pays des écoles, des centres de santé, a apporté des vivres et des non-vivres en différentes situations. Sur la période 2015-2019, ce sont plus de 300 milliards de francs CFA qui ont été distribués aux gagnants. Le cinquantenaire qui est célébré lui offre l'occasion d'apprécier le chemin parcouru et de jeter les bases des actions futures visant à améliorer de manière significative ses performances. La LONASI est appelée à faire face à quelques défis qui se résument essentiellement en la consolidation de ses acquis et au renforcement de sa contribution au financement de l'économie. Si la LONASI se porte bien aujourd'hui, c'est parce qu'elle a su s'adapter à l'évolution du temps en se modernisant année après année. Je rappelle qu'au début des années 90, la réforme d'envergure initiée par le Premier ministre d'alors, son Excellence Michel Alassane Ouattara, a permis à la LONASI de passer du statut d'EPN à celui de société d'économie mixte avec l'ouverture du capital social, notamment au personnel.
En vue de consolider les acquis et relever de nouveaux défis, conformément à la réglementation du secteur des jeux, des réformes sont annoncées. Au niveau sécuritaire, la nouvelle réglementation permettra une meilleure maîtrise et un contrôle plus accru du secteur des jeux qui peut offrir un terreau favorable à la fraude, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. S'agissant du volet économique, la loi permettra de prendre en compte l'impact sur le secteur du développement phénoménal des TIC et de nouvelles formes de jeux. Le nouveau texte permettra une meilleure fiscalisation du secteur des jeux, la lutte contre la concurrence déloyale et la fuite des capitaux. Enfin, pour ce qui est des enjeux sociaux, le gouvernement va œuvrer davantage, à travers cette loi, à la promotion du jeu responsable et sain, avec une plus grande protection des mineurs. Avant la signature du livre d'or, le Premier ministre a été honoré pour le soutien du gouvernement à la LONASI, dont l'objectif de vente pour cette année est fixé à plus de 258 milliards de francs CFA. À présent, cette information moins joyeuse, il y a un mois, jour pour jour, que l'on apprenait le décès du colonel-major Isiaka Ouattara, dit Ouattao. Après la levée du corps qui a eu lieu hier, il a reçu ce jour les hommages militaires à l'état-major général des armées. Il a également été distingué à titre posthume. Le ministre d'État, ministre de la Défense, présent à cette cérémonie, a remis officiellement le drapeau ivoirien à sa famille. Il sera inhumé demain, vendredi 7 février, à Doropo, sa terre natale, dans le département de Bouna. Moussa Konaté. La dépouille du colonel-major Isiaka Ouattara arrive à la place Ouattara Thomas Dakin de l'état-major général des armées. À ses côtés, ses frères d'armes. Le cercueil recouvert du drapeau tricolore. La nation rend hommage aux soldats. Un dernier adieu en présence des membres du gouvernement. Colonel-major Ouattara Isiaka, à tes frères d'armes, tu laisses indéniablement un grand vide. Plusieurs ex-fancy te portaient dans leur cœur pour ta générosité. Au plus fort de la crise, malgré l'adversité, tu as su toujours te montrer hospitalier et coopératif en promouvant constamment le dialogue. Colonel-major Ouattara Isiaka, tous ceux qui t'ont aimé et qui pouvaient être présents sont là ce matin pour te pleurer. Ils veulent rendre hommage à l'homme serviable. Ils veulent te saluer, toi qui as compris très tôt qu'au-delà des divergences, la nation et la fraternité étaient au-dessus de tout. Représentant le chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense, décore à titre posthume le colonel-major Isiaka Ouattara. Colonel-major Ouattara Isiaka, commandant des unités attachées à l'état-major général des armées. Au nom du président de la République, nous le faisons officier de l'ordre national à titre posthume. Et nous confions à votre famille les insignes de votre grade. La cérémonie militaire en hommage au colonel-major Isiaka Ouattara a été marquée par un défilé, suivi de la remise officielle du drapeau à sa famille. La dépouille du colonel-major Isiaka Ouattara quitte ainsi Abidjan pour Doropo, sa terre natale, dans le département de Bouna, où il sera inhumé ce vendredi. Passons à présent à l'actualité politique en Côte d'Ivoire. L'accord du dialogue politique portant sur le code électoral n'a pu être signé ce jeudi comme cela a été prévu. La raison, certaines entités politiques ont souhaité s'imprégner davantage des termes de cet accord. La situation n'est pas du goût de toutes les composantes. D'autres partis et groupements politiques ainsi que la société civile demandent que prévale l'intérêt de la nation. Alexis Ouedraogo nous fait le point de la situation. Ce jeudi à la primature, les partis et groupements de partis politiques présents pour la signature du protocole d'accord sanctionnant le dialogue politique sur le code électoral s'indignent de l'absence de certains d'entre eux, ayant pourtant bien pris part à l'ensemble des travaux. Un certain nombre d'entités politiques, notamment EDS, l'URD et le CDRP, nous ont donc saisis par courrier ce matin pour nous exprimer leur souhait effectif de prendre part à la cérémonie de signature.
Ils ont relevé cependant que les documents qui devaient leur être mis à disposition, n'ayant pu, n'est-ce pas, les faire examiner au sein de leur formation avant signature, ils souhaitaient que la rencontre de signature puisse être reportée pour leur permettre de s'entendre sur, n'est-ce pas, la signature de ce document, d'abord le parcourir avant de procéder à la signature. Une démarche que dénoncent les partis et groupements de partis politiques présents. Ça, c'est un manque de sérieux de la part de nos frères des autres partis politiques. Mais, puisque nous devons aller à la paix, nous allons attendre. Mais on ne peut pas attendre indéfiniment. Vous savez que les élections sont pour bientôt en octobre. Il faut penser à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Quelles que soient les situations, au nom de la Côte d'Ivoire, on peut faire des concessions. Et je dis, dites au Premier ministre que moi je salue sa grandeur. Président la rencontre, au nom du chef du gouvernement, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a insisté sur la nécessité aujourd'hui de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. À La Haye, l'audience sur les conditions à la mise en liberté de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a débuté ce jeudi à 9h ce matin devant les juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Les parties et les participants ont été invités à s'adresser à la Chambre d'appel sur les questions liées à cet arrêt sur les restrictions de liberté imposées aux acquittés. Et pour rappel, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé avaient été acquittés le 15 janvier 2019 des crimes contre l'humanité qui leur étaient reprochés. Ils sont restés néanmoins soumis à une série de conditions, parmi lesquelles l'interdiction de quitter la ville où ils résident respectivement, Bruxelles pour Laurent Gbagbo et La Haye pour Charles Blé Goudé. Je vous propose un retour sur cette journée d'audience avec Michel Dicré. Après plusieurs heures de débats et de huis clos, la première journée d'audience de ce jeudi s'est achevée par cette décision du juge principal de la Chambre d'appel. Je vous remercie tous et toutes de votre participation. Nous attendrons vos écritures, après quoi nous vous communiquerons la date de l'arrêt. C'est un tournant décisif du procès qui oppose Fatou Bensouda à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'enjeu cette fois est la levée ou non des restrictions liées à la libération des accusés. La représentante légale des victimes a exposé ses arguments. Il continue donc à y avoir des raisons impérieuses de maintenir les conditions imposées sur les défendeurs. Tout d'abord, il existe encore un risque concret de fuite. Ce risque perdure. Et à cet égard, la constatation de la Chambre d'appel du 1er février, de l'arrêt du 1er février, indique, et je cite, « Il existe des indications factuelles suffisantes selon lesquelles M. Gbagbo et Blé Goudé pourraient fuir si on les libère sans condition et que le risque de fuite identifié peut être réduit par l'imposition de conditions. » La République de Côte d'Ivoire, à travers ses avocats, a été invitée également à prendre la parole devant la Chambre d'appel. La grande sollicitation que nous sommes venus poser devant votre cour, ce n'est pas pour rentrer dans des questions de procédure qui regardent essentiellement les parties. C'est pour dire tout simplement que nous sommes avocats d'un gouvernement qui est garant de l'ordre public dans son pays, que ce pays a beaucoup souffert, que ce pays a connu des violations extrêmement graves et dans son intégrité physique, dans des dommages moraux, et que nul ne veut voir ces dommages revenir, que l'on veut que les passions se taisent. Pour cela, nous n'avons pas d'autre solution, et peut-être d'ailleurs tous les Ivoiriens réunis, c'est que vous rendiez une décision la plus sage possible. La défense, elle, a plaidé pour une levée des restrictions après l'acquittement de leurs clients. Sans raison concrète, prouvée, justifiée, des éléments qui sont allégués contre la personne, on ne peut pas déroger un droit sur un risque théorique. Donc sur ces deux aspects, à la fois de principe et pratique, nous pensons que les droits de Laurent Gbagbo ne peuvent être limités et qu'il doit pouvoir les exercer librement. Après une décision d'acquittement prononcée le 15 janvier 2019, il apparaît pour nous une conséquence juridique et une attitude naturelle
c'est que la personne quittée jouisse pleinement de sa liberté naturelle d'aller et de venir. Les différentes parties ont jusqu'à demain, vendredi 16h, pour déposer leurs écrits. Après quoi, le juge principal de la chambre d'appel fixera la date de la délibération. Et bien avant cette audience à la Cour pénale internationale, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'entretenait avec Afin Guessan. C'était le 3 janvier dernier à Bruxelles. Après plusieurs tentatives avortées, c'est une rencontre inédite à laquelle participait l'homme politique du FPI, Assoua Adou, qui a d'ailleurs produit un communiqué à minima, gardant tout de même la discrétion sur les échanges des deux hommes. Là se lève notre questionnement. Que présage cette rencontre auréolée de discrétion? La rencontre Gbagbo-Afi augure-t-elle la réunification du Front populaire ivoirien divisé depuis 2014? Voici l'analyse de notre rédaction dans ce dossier politique préparé par Éric Goré. Samedi 3 janvier à Bruxelles, Pascal Affi N'Guessan, président du FPI, rencontre Laurent Gbagbo. Aucune image n'a filtré de cette rencontre. Encore moins les préparatifs qui l'ont rendu possible. 2 semaines après, un communiqué de Assoua Adou est rendu public. En effet, à la demande de Affi N'Guessan, Laurent Gbagbo l'a reçu le 3 janvier 2020 en présence de Assoua Adou. Après les formalités d'usage, Assoua Adou et Affi N'Guessan, accompagnés de Brigitte Kio, ont eu des échanges sur la crise survenue depuis 2014 au sein du Front populaire ivoirien et la nécessité d'y mettre fin. Mettre un terme à la crise qui secoue le FPI depuis 2014. 6 ans après la fracture, les différents protagonistes sont-ils sur le chemin de la réconciliation? On ne reste pas éternellement dans les palabres. Il y a toujours un temps pour la réconciliation. Et quand il y a des palabres, il faut déjà avoir l'esprit à quel moment la réconciliation va se faire. Il n'est pas loin le temps où Simone Gbagbo, Affi N'Guessan, Oula Hubert, Assoua Adou se retrouveront sur le même podium, en train de faire le même meeting. La rencontre Affi Gbagbo est intervenue après plusieurs tentatives soldées par de nombreux échecs. Il y a eu beaucoup d'initiatives. La première initiative, c'est un comité qui a été mis en place pour discuter, voir comment les deux parties pouvaient s'entendre. Et ça, c'est depuis 2014, ça n'a pas pu prendre. Après, il y a eu l'International socialiste africain dirigé par notre camarade qui est au Bénin, qui est venu et qui a voulu faire la médiation. Ça n'a pas marché. Il y a les chefs traditionnels Bété et Atié qui ont aussi pris une initiative qui n'a pas marché. Le plus éclatant de ces rendez-vous manqués est celui du 22 mars 2019 où Laurent Gbagbo a refusé de recevoir Affi N'Guessan qui s'était envolé pour Bruxelles. Pour cette fois, les deux personnalités du Front populaire ivoirien ont fait bouger les lignes d'un consensus au regard de ce communiqué. Concernant l'élection présidentielle de 2020, Affi N'Guessan a demandé à être le colistier de Laurent Gbagbo si celui-ci est désigné candidat du Front populaire ivoirien. Le mur est tombé. Et quand le mur tombe, c'est la réconciliation qui est en marche. Donc la réconciliation au sein de la grande famille du Front populaire ivoirien, je peux dire qu'elle est une réalité, parce que le plus dur a été fait. Selon certains observateurs de la vie politique ivoirienne, la réconciliation au sein du FPI n'est pas pour maintenant. J'ai peur que ce soit peut-être une farce, parce que de ces deux tendances, on sent que chaque camp veut la tête du FPI. Je crois qu'ils ne seront que d'accord sur leur désaccord. Cet avis n'est pas partagé par la société civile et certains membres de la classe politique. Pour eux, la réconciliation interne du FPI est à encourager. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Nous sommes fils du même pays, nous sommes tous les enfants de Dieu et ce pays a besoin de nous, de toutes les franges de cette nation, de tous les enfants du FPI, du PDCI, du RHDP, de tout le monde pour reconstruire cette nation. Si aujourd'hui le FPI décide de se retrouver, de s'unir, nous au PDCI, nous ne pourrons que saluer cela. Cela permet à la classe politique de s'équilibrer. Si ces réconciliations se mettent en place au niveau des partis politiques, ça sera le bonheur pour nous les jeunes. Parce que sans paix, il n'y a pas d'avenir. Pour l'heure, si l'on s'en tient au communiqué qui sanctionne cette rencontre, il y a des discussions en cours. Et je cite, « Vu les conditions posées par Affi N'Guessan, Laurent Gbagbo a instruit Assoua Adou de mettre en place un groupe de travail à l'effet de poursuivre les discussions à Abidjan avec Affi N'Guessan. » Fin de citation.
Nous poursuivons ce journal avec cette action de lutte contre la drogue et stupéfiants. Une embarcation qui transportait 411 kg de cocaïne a été interceptée par la Marine nationale le 3 février dernier. La charge illégale avait une valeur de 30 milliards de francs CFA. Le détail de cette affaire vous sera rapporté dans nos prochaines éditions. L'actualité hors de nos frontières à présent. La campagne pour le premier tour des élections présidentielles est lancée depuis ce jeudi au Togo. Elle durera 2 semaines. 6 candidats font face au président sortant Faure Gnassingbé, candidat à un 4e mandat après 15 ans de pouvoir. C'est un scrutin désormais à 2 tours et ouvert à la diaspora dans le pays. Les candidats ont jusqu'au 20 février pour convaincre et mobiliser l'électorat nécessaire pour se faire élire à la présidentielle du 22 février prochain. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de votre grande attention. Kolo Coulibaly sera avec vous demain à 23 h pour d'autres nouvelles d'ici et du monde. Et puis l'information revient sur vos écrans dès 6 h demain avec Abdoulaye Koné. Bonne suite des programmes sur RTI 1.